Bonjour à tous et bienvenue sur Naël Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour un exercice hyper classique de réduction. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble la décomposition de Dunford. Alors, voici l'énoncé de l'exercice sur la décomposition de Dunford. Donc c'est un exercice qui a déjà été posé à l'oral de l'école polytechnique. On est face à un exercice qui est vraiment hyper classique. Il faut vraiment savoir faire. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Donc on prend E un C espace vectoriel de dimension n et on prend U un endomorphisme de E. Je vous rappelle que donc U est une application linéaire de E dans E. On cherche à montrer l'existence d'un unique couple dn d'endomorphismes de E qui sont tels que U est égal à la somme de D et N, Dn commute entre eux, D est diagonalisable et N est nilpotent. Et ensuite, on veut vérifier que D et N sont des polynômes en U. Alors a priori, c'est un exercice qui est pas facile. Souvent, quand ce genre d'exercice tombe notamment à l'écrit, il fait l'objet évidemment de beaucoup de questions intermédiaires. Donc aujourd'hui, on va essayer de réfléchir ensemble sur quelle stratégie adopter pour réussir à résoudre cet exercice, évidemment sans l'avoir déjà vu au préalable. Alors déjà, une idée qu'on peut avoir face à cet énoncé, c'est qu'on se place sur un espace vectoriel E qui est défini sur le corps C. On sait que sur C, tous les polynômes sont scindés. On dit que C est algébriquement clos. Si tous les polynômes sur C sont scindés, ça veut dire en outre que tous les endomorphismes de E vont être trigonalisables. Donc maintenant, on sait que dès qu'on prend un endomorphisme de E, il va exister une base dans laquelle cet endomorphisme va être triangulaire supérieur. Une fois qu'on a l'idée d'avoir un endomorphisme qui est triangulaire supérieur, on cherche maintenant à creuser un peu plus l'énoncé. On veut donc que cet endomorphisme, qui maintenant s'écrit sous la forme d'une matrice triangulaire supérieure dans une base bien choisie, on veut qu'il s'écrive sous la forme d'une somme d'un endomorphisme diagonalisable et d'un endomorphisme nilpotent. Et bien en fait, cet endomorphisme qui va être maintenant triangulaire supérieur, on va pouvoir le décomposer sous la forme de la matrice qui ne contient que sa diagonale et la matrice qui ne contient que sa partie strictement triangulaire. On obtient bien du coup d'un côté une matrice qui est diagonale, donc un endomorphisme qui correspond à cette matrice qui va être diagonalisable, et une matrice qui est triangulaire supérieure strictement, qui va donc représenter un endomorphisme nilpotent, exprimé dans la base de triangularisation de U. Donc voilà un peu l'idée qu'il y a derrière. Si on écrit simplement une petite justification rapide de ce que je viens d'écrire, donc on prend U qui appartient à L de E. Donc on sait qu'il va exister une base, disons epsilon 1 jusqu'à epsilon n, telle que la matrice de U dans cette base, elle va s'écrire sous cette forme-là. Donc on a des valeurs diagonales lambda 1 jusqu'à lambda n, une matrice triangulaire supérieure stricte que j'ai notée étoile ici, et sous la diagonale, on a évidemment un bloc triangulaire inférieur strict qui est nul. Et donc cette matrice, on va pouvoir l'écrire sous la forme d'une matrice diagonale, lambda 1 jusqu'à lambda n, plus le bloc triangulaire supérieur strict, que j'ai encore noté sous la forme du bloc étoile en haut à droite, et une diagonale nulle, et un bloc triangulaire inférieur strict nul également. Et donc l'idée qu'on a maintenant, c'est de choisir un endomorphisme D, qui dans la base B s'écrit sous la forme d'une matrice diagonale composée des valeurs lambda 1 jusqu'à lambda n, et l'endomorphisme N qui dans la base B s'écrit sous la forme de la matrice qui ne contient que des zéros sauf sur le bloc triangulaire supérieur. Une fois qu'on a fait ça, on s'assure déjà que l'endomorphisme D qu'on a choisi est bien diagonalisable, puisqu'il existe une base B dans laquelle sa matrice est diagonale, et l'endomorphisme N est également nilpotent, puisqu'il existe une base dans laquelle il s'écrit sous la forme d'un bloc triangulaire supérieur. Donc voilà pour ce qui est de la partie intuition. Maintenant qu'on a trouvé ça, il va falloir plus tard justifier que Dn commute, et il va également falloir justifier que Dn sont bien des polynômes en U. On passe donc au travail rigoureux de la résolution de cet exercice, maintenant qu'on a compris l'intuition qu'il se cachait derrière. Alors, dans un premier temps, on va déjà écrire le polynôme caractéristique de U.
On sait donc que qui u, il va s'écrire sous la forme x moins lambda 1 puissance, disons, m1, x moins lambda r puissance mr. Pourquoi est-ce que j'ai pris lambda 1 jusqu'à lambda r et non pas lambda 1 jusqu'à lambda n? Parce qu'évidemment, il y a certaines valeurs lambda i qui peuvent être de multiplicité plus grande que 1. Donc ici, j'ai choisi de n'écrire que les valeurs lambda i distinctes 2 à 2 en prenant en compte leur ordre de multiplicité. Maintenant qu'on a écrit le polynôme caractéristique de U, on va pouvoir se servir du théorème de décomposition des noyaux et du théorème de Cayley-Hamilton. Donc je vais faire un rapide rappel sur ces deux théorèmes. Alors le théorème de décomposition des noyaux, il nous assure que si on prend un K espace vectoriel E, on prend un endomorphisme U de E, on prend un polynôme P qui s'écrit sous la forme du produit pour i égale 1 à R des PI, un polynôme de C crochet X qui soit tel que tous les polynômes PI sont premiers entre eux 2 à 2. Alors dans ce cas-là, le théorème de décomposition des noyaux, il nous assure que le noyau de P de U est égal à la somme directe des noyaux des PI de U. Donc voilà pour le rappel sur le théorème de décomposition des noyaux. On passe maintenant au théorème de Cayley-Hamilton. Alors le théorème de Cayley-Hamilton, il nous assure que si on prend une matrice A de Mn de C et qui a son polynôme caractéristique, alors son polynôme caractéristique est annulateur de A. C'est-à-dire que si on prend qui a de A, ça nous donne la matrice nulle. Donc voilà pour les deux théorèmes dont on va avoir besoin maintenant. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'on va définir les sous-espaces qui vont être définis par Fi égale le noyau de U moins lambda I, l'identité, puissance Mi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, en combinant le théorème de décomposition des noyaux et le théorème de Cayley-Hamilton, on va être sûr que l'espace vectoriel E va être la somme directe des sous-espaces Fi. Donc maintenant, on a écrit E sous la forme de la somme directe des sous-espaces vectoriels Fi. Et en fait, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est définir l'endomorphisme D comme étant lambda I fois l'identité sur chaque sous-espace Fi. Et donc on va définir cet endomorphisme D comme étant lambda fois l'identité sur chaque sous-espace Fi. C'est-à-dire que D restreint au sous-espace vectoriel Fi, c'est égal à lambda I fois l'identité sur ce sous-espace Fi. Donc maintenant, en fait, on a défini D sur chaque sous-espace qui constitue la somme directe de E. Donc D est bien entièrement défini sur l'espace E tout entier. Et vu qu'on a défini D sous la forme de lambda I fois l'identité sur chaque sous-espace, ça nous assure que D est bien un endomorphisme diagonalisable sur E. En fait, on n'a rien fait d'autre que de rendre rigoureux l'idée première qu'on avait exprimée tout à l'heure, c'est-à-dire définir D comme l'endomorphisme dont la matrice dans la base de triangularisation de U ne contient que les éléments diagonaux. Maintenant, pour définir n, en fait, ça va être assez simple. N, on va simplement choisir U moins D. Maintenant qu'on a fait ça, il nous reste à vérifier que n est bien un endomorphisme nilpotent et que n et D commutent entre eux. Et dans ce cas-là, on aura prouvé les trois premiers points, à savoir que U est égal à D plus n, que D est diagonalisable n nilpotente et que n et D commutent entre eux. Alors là, on a un point qui est assez particulier, qu'on a déjà remarqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, les sous-espaces Fi, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils sont stables par U et par D, par définition. Donc en fait, il nous reste à montrer que n est bien nilpotente sur chaque sous-espace Fi. Si on arrive à montrer que n est nilpotente sur chaque sous-espace Fi, alors c'est gagné, on aura bien montré que n est nilpotente sur E. Et en fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte que si on choisit I dans un R, alors n restreint à Fi, c'est égal à U restreint à Fi plus D restreint à Fi. Sauf que D restreint à Fi, par définition, c'est égal à lambda I fois l'identité. Or, ce qu'on sait, c'est que par définition, Fi, c'est le noyau de U moins lambda I fois l'identité. Donc à ce titre-là, U restreint à Fi plus lambda I fois l'identité, le tout à la puissance Mi, ça fait bien 0. Donc là, ce qu'on obtient, c'est que n restreint à Fi est bien nilpotente, puisque U restreint à Fi moins lambda I fois l'identité sur Fi, le tout à la puissance Mi, est nul. Par définition, U restreint à Fi moins lambda I l'identité est bien nilpotente, et donc a fortiori, vu ce qu'on a écrit plus haut,
n restreint à fi est bien nilpotent, puisque n restreint à fi puissance mi, ça fait 0. De plus, n restreint à fi, évidemment, c'est un endomorphisme qui va commuter avec une homothétie, puisque tout le monde commute avec les homothéties. Donc en particulier, n restreint à fi, ça commute avec d restreint à fi. Et donc, on vient de trouver un couple dn qui est tel que u est égal à d plus n, avec d diagonalisables n nilpotentes et dn qui commutent. Il nous reste à montrer que dn sont bien des polynômes en u, et qu'il y a unicité de ce couple, ce qu'on fera dans la suite de cette vidéo. En fait, pour prouver que D est bien un polynôme en U, il suffit de retourner voir le théorème de décomposition des noyaux, et de voir en fait que par définition de D, on a simplement pris la projection sur Fi, et cette projection-là, par définition, c'est bien un polynôme en U. Donc à ce titre, D est bien par définition un polynôme en U, et puisque n est égal à u moins d, n est par nature également aussi un polynôme en u. Donc voilà, pour tout i dans un R, la projection sur fi parallèlement à la somme des autres sous-espaces, c'est bien un polynôme en u. Et sauf que d, en fait, c'est juste la somme des lambda i fois ces projections p de fi. Et donc c'est bien, par nature, une somme de polynômes en u qui reste donc un polynôme en u. J'ai écrit ici D est égal à la somme des lambda i PFI, où PFI c'est la projection dont on parle, qui est la projection sur FI parallèlement à la somme des autres sous-espaces. Évidemment, n c'est égal à u moins d, donc comme u est un polynôme en u et que d est un polynôme en u, on a encore que n est un polynôme en u. Donc maintenant on a répondu à toute la partie existence de ce couple dn, il nous reste plus qu'à montrer l'unicité d'un tel couple. Donc pour vérifier l'existence de ce couple dn, on va procéder de manière hyper classique. On va supposer qu'il existe un autre couple qu'on va appeler d''n', et on va vérifier que cet autre couple d''n' nous fait retomber sur le même couple initial dn. Si on a un autre couple d''n' qui convient, qu'est-ce qu'on va avoir? Comme u est toujours égal à u, on va avoir en particulier d plus n qui va être égal à d' plus n'. Si on a d plus n qui est égal à d' plus n', on peut passer d'un côté les endomorphismes qui doivent être diagonalisables et d'un autre côté les endomorphismes qui doivent être nilpotents. De plus, ce qu'on a, c'est que d et n commutent, d' et n' commutent, mais de plus, d il commute aussi avec u, donc d il va commuter avec tous les polynômes en u. Et donc, puisque d et u commutent, d commute avec tous les polynômes en u, et donc en particulier, d et d' ils vont commuter également. Sauf que d et d', ils sont diagonalisables, et ils commutent. On sait donc que d et d', ils sont co-diagonalisables. De la même manière, on va réussir à prouver que n et n' commutent, et que n et n', plutôt que n' moins n, est donc un endomorphisme qui est toujours nilpotent. On a donc d'un côté d moins d' qui est diagonalisable, et n' moins n qui est nilpotent. On doit donc avoir égalité entre un endomorphisme diagonalisable et un endomorphisme nilpotent, et le seul endomorphisme qui répond à ces deux critères, c'est l'endomorphisme nul. Et on a donc prouvé l'unicité de ce couple dn, puisque dès qu'on en prend un autre distinct, on est obligé de retomber sur d moins d' égale l'endomorphisme nul, et n' moins n égale l'endomorphisme nul. Et donc voilà, cet exercice touche à sa fin. J'espère que la démonstration de cet exercice a été claire, que vous avez réussi à bien suivre toutes les étapes de ce raisonnement. Si jamais vous avez des commentaires à faire, c'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est bon pour le référencement, et de vous abonner si c'est toujours pas fait. On se revoit bientôt pour un prochain exercice. Travaillez bien, salut!